12 octobre 2021, enfin nous y sommes. C'est le premier match de la Ligue nationale de hockey aujourd'hui et Dieu sait qu'on a hâte. Et on a hâte aussi à une autre édition du podcast. La relève, je retrouve mes deux collègues comme à l'habitude, Martin Thériault et Nicolas Cloutier. Messieurs, là, sortez-moi pas la même cassette que la semaine passée que vous êtes juste un peu excités. Là ça commence pour de vrai. Là. Oui, un peu excité. Puis on va avoir droit au premier match du Kraken aujourd'hui. J'ai bien hâte de voir ça. Moi, les gars, je pense que c'est une formation qui peut vraiment créer une grosse surprise là, cette saison dans la LNH. Mais je suis un peu déçu, Nick. T'as pas ta casquette, toi, par hasard? Je m'attendais à te voir avec une casquette du Kraken là, ce matin. Là. Je suis un peu déçu. Là. Oh yeah, le Kraken! Les cheveux mouillés, mais sinon, je l'aurais porté. Ce sera Mark Giordano qui sera le premier capitaine de l'histoire du Kraken de Seattle pour les gens qui ne l'ont pas vu passer. Un qui pourrait être le futur capitaine des Canadiens de Montréal, c'est Nick Suzuki. Et Suzuki a justement paraphé une entente ce matin. Je pense que c'est un soupir de soulagement pour bien des amateurs. Après toute l'espèce de fiasco qu'il y a eu autour de Kotkaniemi, on ne le signe pas, c'est long, finalement, offre hostile. Suzuki, c'est fait. Il va rester à Montréal pour les 8 prochaines saisons, un contrat totalisant 63 millions de dollars, soit 7,8 millions par année. Est-ce que vous aimez cette signature, messieurs? Mais moi, je pense que c'était une décision facile de la part de Bergevin. Écoute, le dossier de Kotkaniemi était beaucoup plus compliqué. Suzuki, tu n'avais pas vraiment de doute autour de lui. Tu savais que c'était ton joueur de centre d'avenir. Et aussi, on peut dire que c'est beaucoup d'argent en ce moment, mais tu dois tout le temps accorder des contrats en fonction de l'évolution projetée du marché. Et le contrat de Suzuki, quand on parle d'un contrat à long terme, dans 4 ans, dans 5 ans, ça devrait être une aubaine au fur et à mesure que le marché évolue et que le plafond monte. Alors, moi, je pense que oui, peut-être qu'en ce moment, on se dit que c'est beaucoup d'argent, mais les équipes sont souvent gagnantes à long terme quand elles n'ont pas de doute autour d'un joueur comme Nick Suzuki. J'entendais la comparaison avec Elias Pettersson plus tôt aujourd'hui. Là, disait là, si Pettersson gagne à peu près dans les mêmes eaux, là, est-ce que c'est pas un peu démesuré? Il y a des moins bonnes saisons qu'Elias Pettersson. Je pense que c'est ce que les gens ont du mal à comprendre et on l'a vu un petit peu avec Mika Zibanejad il y a quelques jours. Il ne faut pas oublier que le côté défensif du joueur, ça se fait ça également. C'est important d'avoir un joueur qui va jouer en désavantage numérique, qui va prendre des grosses minutes contre les gros trios, qui va être là en fin de match pour préserver des avances. Ça, c'est important. Et je pense que c'est là que ça vaut tout le pesant d'or, le contrat de Nick Suzuki avec les Canadiens. C'est là le point important que les gens ne comptent pas nécessairement. Et ça va au-delà des points. Là. Les gens ont tendance à regarder les buts, les aides, les points, mais il faut regarder le jeu défensif également. Là. Non, je suis d'accord. Puis Suzuki, c'est le total package. Là. Autant, parfois, ça peut être un peu risqué de donner autant d'argent à un jeune joueur. Tu sais, il a juste 22 ans. Mais lui, on dirait que j'ai aucun doute. Il est tellement intelligent, il est tellement bon avec la rondelle, il est tellement discipliné, il comprend la game. J'ai aucun problème. Puis comme vous l'avez dit, ça va être une aubaine dans les prochaines saisons. Donc, bien content d'avoir Nick Suzuki dans la formation du Canadien de Montréal pour les 8 prochaines La seule années. question que j'aurais à soulever, c'est je me questionne sur le plafond de Nick Suzuki. On sait que c'est un excellent joueur, que ça va être un excellent joueur, mais est-ce que son plafond, c'est 80 points ou c'est plus 65-70? Je me questionne entre les deux parce que moi, je pense peut-être plus du côté du 70, sans exclure qu'une saison, il explose, mais je ne sais pas. Je pense que sa médiane, ça va être davantage autour de 70, ce qui veut dire c'est pas nécessairement mauvais, même pour un centre de premier trio, mais est-ce que ça ferait de lui un centre de premier trio d'élite dans la LNH? Non. Maintenant, est-ce que son aspect two-way, son efficacité dans les deux sens de la patinoire, ça vient contrebalancer ça et ça ferait de lui un centre d'élite en raison de justement son efficacité générale? Peut-être. Ben, tu vois, moi, Nick, je te lance la parole après, Marty, avec la qualité d'ailier qu'il y a à Montréal, la profondeur qu'on a en attaque, moi, je m'attends à ce que Nick Suzuki, sur les prochaines saisons, se rapproche plus du 80 points que du 70 points. Moi, je pense que c'est une possibilité. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Marty? Moi, je suis un peu d'accord avec Nick. Là. J'ai l'impression que son horizon est peut-être 70 points, mais même s'il fait 70 points, pour la raison que je viens de mentionner sur le plan défensif, il apporte tellement plus que seulement des buts, des aides et des points que son salaire à 7,875 000, ça ne lui fait pas nécessairement mal. Ce n'est pas un désastre. Là. Regardez, Patrick Bergeron.
Ouais, sur le exact. plan offensif, Patrice Bergeron n'est pas nécessairement celui qui produit le plus. Est-ce qu'on le prend dans notre équipe, Patrice Bergeron? Oui. Il est cité ad nauseam pour... Et qu'on vienne pas me dire que Patrice Bergeron, c'est pas un centre d'élite, et qu'on vienne pas me dire que Bergeron, c'est pas un centre de premier trio. Alors, tu marques un bon point là-dessus, et c'est là où je voulais aller d'ailleurs. Là. Exactement. Bon, si le contrat de Suzuki est un peu la bonne nouvelle là, des dernières semaines, voire des derniers mois chez les Canadiens de Montréal, il y a quand même plusieurs dossiers où est-ce qu'on peut se poser des questions, notamment le cas d'Alexander Romanov. Son camp d'entraînement, vous le savez, les gars, j'en ai parlé à plusieurs reprises sur cette tribune. Moi, j'étais de ceux qui le défendaient et que je voulais le voir jouer en séries éliminatoires l'an dernier. Malheureusement, il a connu un camp absolument atroce, à mon opinion. Et là, il amorce la saison. Est-ce qu'il est capable de jouer? On aurait dit qu'il était branlé mentalement. Est-ce que je me trompe quand j'affirme ça? Non, mais c'est ça. C'est quoi? Moi, je pense que le gros problème en ce moment, c'est que le CH a beaucoup besoin d'Alexander Romanov, mais est-ce qu'il peut vraiment lui donner tant de responsabilités que ça? Parce que t'es un peu pris entre l'arbre et l'écorce parce que d'une part, tu veux le développer, d'autre part, tu en as besoin. Pourquoi tu en as besoin? Parce que Romanov, c'est peut-être le défenseur qui bouge le mieux la rondelle dans ta brigade en ce moment. Mais il te nuit sur la patinoire. Avec Chris Wideman, mais il te nuit quand même sur la patinoire pas parce qu'il se pogne le beigne, pas parce que le cœur n'est pas là. Au contraire, c'est parce qu'il est trop enthousiaste dans sa couverture. Il essaie d'être partout en même temps sur la patinoire. Il va falloir qu'il se calme, qu'il soit un peu plus steady, qu'il se stabilise là, vraiment quand il est dans sa zone. Ça fait quand même un bout de temps là, que le personnel d'entraîneur du CH travaille là-dessus avec lui et on n'a pas nécessairement vu d'amélioration. C'est ça qui m'inquiète parce que d'une part, tu veux le développer, mais d'autre part, il est un peu important de facto pour le Canadien. Alors, je ne sais pas si c'est une situation gagnante pour lui. Je pense qu'on devrait quasiment prendre un pas de recul, ne pas lui donner trop de minutes, continuer à le protéger, et c'est ce qu'on semble vouloir faire en ce moment parce que je ne suis pas à l'aise avec le fait de le mettre dans le top 4, là, moi, pour commencer l'année. Je pense qu'il va se faire exposer, je pense qu'il va mal paraître et ça serait vraiment mauvais pour son développement. Là. Tu sais, Nick, quand tu parles de se calmer, là, ben, c'est exactement ça. Présentement, comme tu dis, ce n'est pas une question de motivation. Au contraire, il est trop motivé. Je trouve que c'est ça. Je pense qu'il faut davantage doser avec Romanov. Je pense qu'il essaie de trop en faire, justement, parce que par moments, ça a peut-être été un peu difficile, veut gagner une place un peu plus importante dans la formation. Puis là, essaie de trop en faire, voit qu'il manque quelques défenseurs comme Edmondson, comme Shea Weber, par exemple. Et là, j'ai l'impression comme tu dis, qu'il est partout à la fois, là, alors qu'il faut simplement prendre le temps. N'oublions pas qu'il y a 21 ans, simplement. C'est un choix de deuxième tour. C'est pas un choix top 5 non plus. Là. Exact. Soyons seulement patients. Laissons-le travailler dans un bon cadre sur une troisième paire, justement prendre des minutes contre des trios un petit peu moins talentueux, si tu veux. Travailler davantage certains petits détails. Tu sais, Dominique Ducharme mentionnait quelque chose l'année dernière aussi, puis je pense que ça va être le gros défi pour Romanov cette année. Tu sais, on n'a pas souvent entendu ça, mais le fameux 4 niveaux à atteindre dans une saison. Tu pars au niveau 1 et jusqu'aux séries, tu atteins les autres stades, le niveau 2, le niveau 3, le niveau 4. Ducharme, lui, son argumentation, c'est que Romanov n'était pas capable d'atteindre le niveau 4 rendu en série. C'est pourquoi il l'a laissé de côté. Donc, est-ce qu'il va être capable de franchir ces étapes-là au fur et à mesure? Ben, je pense qu'il y a des meilleures chances de le faire sur un troisième paire, que si on lui donne trop de minutes importantes au sein d'un top 4. Je trouve que vous avez soulevé des points vraiment intéressants. Puis ça me rappelle un peu l'année dernière quand Ducharme a dit de Kotkaniemi, le clou est croche. Il faut arrêter d'enfoncer le clou. Après ce moment, il est croche. Et je pense que c'est un peu ça qu'on doit faire avec Romanov. Il s'emballe, sa prise de décision n'est pas toujours juste. Prenons un pas de recul, replaçons-le et repartons-le dans la bonne direction parce que c'est un bon joueur de hockey. Moi, je continue de penser que c'est un excellent défenseur défensif qui est brillant avec son bâton et qui est capable de briser les jeux adverses. Le problème, c'est qu'en ce moment, entre les deux oreilles, c'est plus fragile. Ben, c'est ça. Et c'est là où est-ce que je vous rejoins. Il faut tout simplement doser avec lui. Et comme Marky, tu l'as bien souligné, il n'a que 21 ans. C'est pas le temps de give up sur Alexander Romanov. Ben non. C'est un bon défenseur. C'est juste qu'un peu comme on l'a vu, Caden Goulet dans le camp des recrues, où est-ce que voulait trop en faire, l'état-major du Canadien dans les estrades veut vraiment prouver qu'il a sa place un peu partout sur la glace. Il a été capable, le match d'après, de se replacer pour repartir avec un jeu plus simple, mais moins d'erreurs. On a dit que Romanov, lui, n'a pas encore été capable de faire cet ajustement-là, de se dire
je prends un pas de recul, j'essaie de moins en faire, j'essaie de moins épater la galerie, mais je m'assure de bien faire mon travail. Puis je pense que c'est ça qu'il va devoir faire s'il veut être efficace dès le début de la saison avec les Canadiens. Je suis d'accord avec toi. On a souvent la pensée magique avec les espoirs à Montréal. On se dit, donne-lui du temps de jeu, donne-lui du temps de jeu. C'est ça qui va aider son développement. Mais donner du temps de jeu à un espoir qui ne va pas dans la bonne direction, qui ne prend pas les bonnes habitudes, ben non seulement ça ne sert à rien, mais c'est nocif. Alors non, il ne faut pas brûler les étapes, il faut y aller une étape à la fois. Et ça se pourrait même que Romanov regarde quelques matchs des estrades, mais il va peut-être réaliser, hey, coudonc, moi je regarde dans sa couverture, Joel Edmondson, là, il n'est pas aspiré par la rondelle, il reste dans sa zone, il est relax, il utilise son bâton quand c'est le temps. Peut-être que je pourrais copier ça. Là. Mon énergie, est-ce qu'elle est bien répartie sur la patinoire? Est-ce qu'elle est bien utilisée? Tu réalises quelque chose des fois là, quand tu regardes le match depuis les hauteurs. Là. Alors non, allons-y lentement et sans dire qu'on a abandonné sur lui, ce serait ridicule de dire, mais prenons notre temps. Là. Non, puis je suis content. Vas-y, Marty. Ben, rien de trop long. Là. C'est simplement pour dire, je pense qu'il y a aussi les partisans, parce que Romanov a eu d'excellentes saisons dans la KHL à 18 ou à 19 ans, ben là, je pense que les partisans ont peut-être eu de trop grosses attentes aussi. Ils s'attendaient pratiquement à voir un défenseur de première paire débarquer. Mais c'est quoi, honnêtement, même les journalistes, puis j'ai en quelque sorte contribué à ça. J'avais fait des reportages sur Romanov, j'avais parlé souvent à son agent, et il y avait un hype. Et moi, de ce que j'avais vu de Romanov contre des professionnels dans une excellente ligue, et ce que j'avais vu de Romanov au championnat mondial junior, ça m'emballait là, grandement. Ça ne s'est pas complètement transposé. Il y a quelques facettes, il y a des flashs qu'on voit du bon Romanov, mais on n'a pas vraiment vu ça de façon régulière dans la LNH. Donc, moi, je dois avouer que j'ai un peu revu ma projection à la baisse parce que je m'attendais à ce que Romanov, ce soit un excellent troisième défenseur, voire un deuxième. Mais là, dans ma tête, ça va peut-être plus devenir un excellent quatrième, ce qui serait pas bon. Et j'aimerais ça aussi que Romanov me fasse mentir. Là. En tout cas, je pense que le fait que Kaiden Goulet ait été retranché et qu'il retourne à Prince-Albert, ça va enlever un peu de pression à Romanov. Je pense qu'il sentait le besoin de prouver que lui, il était rendu et qu'il voulait battre l'autre jeune défenseur, le prometteur chez les Canadiens. Donc ça, je pense que honnêtement, entre les deux biscuits, ça ne fera pas de tort là, pour Romanov. Parlons-en justement de Goulet. Évidemment, on l'a crié sur tous les toits. On voulait qu'il soit retranché, qu'il retourne à Prince-Albert. C'est maintenant confirmé. Je n'ai même pas besoin de vous demander si c'est la bonne décision. Là. On en a assez discuté. Mais par contre, là, à court terme, ça fragilise un petit peu la brigade défensive des Canadiens. Où est-ce qu'on s'en va avec tout ça, cette histoire-là? Qu'est-ce qu'on attend de Kaiden Goulet? Qu'est-ce qu'on attend de la défensive du CH? Ben écoute, c'est parce que il y avait aussi beaucoup de nouvelles négatives autour du CH ces temps-ci. Je ne sais pas c'est quoi l'ambiance dans le vestiaire en ce moment. Est-ce qu'on est déminé? Comment on approche la saison? Est-ce que tu veux donner ces vibes-là à un de tes meilleurs espoirs? Je ne sais pas. Et encore là, je parle peut-être à travers mon chapeau parce que le CH, c'est une équipe qui a tellement été bonne pour nous faire mentir puis pour affronter l'adversité que c'est peut-être carrément pas le cas. Mais tu ne peux pas te tromper en renvoyant dans les juniors. Et j'aurais eu quand même peur, honnêtement, qu'il commence la saison à Montréal, non seulement en raison des attentes que ça aurait créé, mais aussi parce que j'aurais eu peur qu'il soit exposé contre des excellents joueurs et j'aurais eu peur que ça affecte sa confiance, que ça change un peu son jeu. Moi, je suis vraiment content qu'il retourne à Prince-Albert. C'est la meilleure place pour son développement. Là. Je pense que c'est indéniable. Ouais, non, tout à fait. Je pense que il va prendre des grosses minutes. J'arrête pas de le mentionner. Je l'ai mentionné la semaine dernière également. Là. Sur le plan défensif, sur le plan physique, Kaiden Goulet était prêt à faire face aux rigueurs de la LNH. Maintenant, c'est au point de vue offensif. Autant il a montré de beaux flashs pendant le camp, autant est-ce que vous vous rappelez d'une séquence où il a décoché un gros lancer, qui a eu une chance de marquer, qui a été excellent en avantage numérique? Moi, pas du tout. Et contrairement à peut-être Romanov, moi, je m'attends vraiment à ce que Goulet devienne un défenseur top 4. Et si tu veux devenir un défenseur top 4, tu dois être un peu plus solide sur le plan offensif. Et ça, il n'y a pas de meilleur endroit de le faire que dans la Ligue junior de l'Ouest. Il va débarquer avec les Raiders de Prince-Albert. Il y a quand même des éléments comme Nolan Allen en défense, Ozzy Weisblatt, qui est un choix de premier tour des Sharks de San Jose, qui vont être là en attaque. Bon, là, c'est un début de saison difficile pour les Raiders. Là, j'ai regardé leur fiche. C'est aucune victoire en 4 matchs. Je pense que c'est 5 buts pour 21 contre. Mais quand même, c'est tout simplement pour dire que ça va simplement l'aider. Puis, peu importe ce qui va arriver avec les Raiders, il va peut-être être échangé. Il va avoir de bonnes minutes. Puis il va vivre de gros moments importants, des moments où justement, tu sais, tu parlais de avoir une bonne atmosphère, si tu veux. Ben, jouer avec une équipe qui est gagnante, qui
justement, qui va aller au championnat, il va peut-être évoluer au championnat mondial de hockey junior, va peut-être remporter une médaille d'or. Par la suite, va peut-être avoir la chance d'aller à une Coupe Memorial, on ne sait jamais. Là. Puis ça, c'est des éléments en tant que personne gagnante qui sont toujours très, très bons. Ben, ça avait été formateur d'ailleurs pour Nick Suzuki qui vient de signer un contrat honoré aujourd'hui. L'année de plus dans le junior, là. Il a participé à la Coupe Memorial. Et tu m'enlèves les mots de la bouche, Nick, pour vrai, c'est exactement ce que je m'en allais dire, là, Nick Suzuki. Les gens ont tendance à vouloir voir les. Puis je le comprends, c'est emballant, ça vend du rêve d'avoir des jeunes qui débarquent rapidement et qui sont bons. Je peux pas être contre ça. Moi-même, je m'emballe parfois sur certains jeunes. Mais c'est simplement pour dire que parfois, la petite année de plus peut faire du bien. Puis là, tu parles de Nick Suzuki. Lorsqu'il est débarqué des Golden Knights de Vegas, c'est un peu ça. Il y avait une espèce de hype un petit peu. Bon, sans dire que tout le monde le voyait faire l'équipe. Les gens étaient un peu excités. Il n'était pas nécessairement prêt. Les Canadiens l'ont renvoyé dans la Ligue junior de l'Ontario. Il s'est retrouvé avec le Storm de Guelph. Il a eu une très, très, très bonne saison, vraiment exceptionnelle. Et d'excellentes séries. Et d'excellentes séries également. André Tourigny pourrait vous en parler. Puis, finalement, les petits détails cette saison-là, supplémentaires, en gagnant en plus, je pense que ça lui a fait prendre davantage d'expérience que s'il avait commencé dans la LNH à 19 ans, qu'il avait été davantage exposé, que sa confiance aurait été minée un petit peu plus. Finalement, on aurait peut-être qu'aujourd'hui, on ne parlerait pas d'un contrat de presque 8 millions par année. Là. Et là, je vais me dire, Cole Caulfield est arrivé, il était immédiatement bon. Mais Caulfield, lui, il avait disputé 2 saisons contre des adultes, contre des hommes dans la NCAA. Il y avait plus aussi. Puis le programme de la NCAA fait en sorte que tu as plus de temps justement à l'extérieur de la glace aussi pour t'entraîner dans le gymnase. Donc, c'est complètement différent là, comme situation. La situation se pose également. Supposons que Nick Suzuki, son équipe est éliminée vers la fin de son année de 19 ans. Je pense qu'il aurait joué des matchs à Montréal. À l'inverse, tu parles de Cole Caulfield. Est-ce que Cole Caulfield était prêt à jouer avec les Canadiens au début de la saison dernière? Je pense que la réponse est non. C'est développé beaucoup au fur et à mesure de la saison, de la dernière saison. A gagné la médaille d'or justement au championnat mondial junior. Et en plus, dans un environnement gagnant où c'était super fort. Il était capable de développer sa confiance. Sa confiance était à son sommet. Donc, par la suite, lorsque tu l'amènes dans la LNH, il est pratiquement capable de défoncer des murs. Ouais. Un qui a gagné son pari, mais vraiment par la porte d'en arrière, c'est Ryan Poehling. Au moment où on se parle, il est sur le roster du Canadien de Montréal. Est-ce qu'il y sera dans le match demain? On verra. Moi, je m'attends plus à voir un gars qu'on a ramassé au balotage en Adam Brooks percer l'alignement. J'aimerais ça, les gars, pour le bénéfice de nos téléspectateurs à la maison. Quel genre de portrait on peut faire d'Adam Brooks et à quoi on peut s'attendre de ce joueur de centre? Ben moi, je peux vous dire tout de suite que je le vois devant Ryan Poehling dans la hiérarchie. Là. Sans aucun doute. Déjà, je peux dire ça. Et pourquoi on regarde Ryan Poehling? Moi, je trouve ça intéressant. Je m'attendais à ce que Bergevin fasse l'acquisition d'un joueur. Et c'est quand même assez logique. C'est parce que la CBA fait en sorte que plus tu es un peu dans la marde, entre guillemets, là, avec le plafond salarial, là, plus tu es coincé contre le plafond salarial quand tu vas faire appel à la LTIR, soit pour Shea Weber, soit pour Carey Price. Ils n'ont pas encore décidé entre les deux. Moi, je pense que ça va être Carey Price. Donc, plus tu es justement dans le jus quand tu fais appel à la LTIR, plus la LNH va te donner un coussin vis-à-vis le plafond salarial. Alors, justement, Bergevin a carrément juste ajouté un salaire à sa formation de 23 joueurs. Et ça, c'était très habile de sa part. Maintenant, je pense que c'est pour ça carrément qu'on va garder Ryan Poehling, mais on s'entend qu'il est là par défaut. Il a gagné aucun poste. Non, c'est clair. Puis il va jouer à Laval. Là. Il ne jouera pas à Montréal. Il ne mérite pas, du moins, de jouer à Montréal. Ouais. Et Brooks, c'est un joueur que Sheldon Keefe aimait beaucoup. Moi, je pense que dans un monde idéal, là, les Maple Leafs l'auraient gardé. Mais le problème, c'est que les Maple Leafs ont ajouté des centres à leur formation pendant la saison morte. Amadio a fait l'équipe, si je ne me trompe pas. David Kampf aussi. Et ils ont aussi embauché beaucoup d'ailiers. André Caché, Nick Ritchie. Il y en a d'autres, là. J'ai oublié probablement Michael Bunting, des joueurs de même. Donc, même si tu décidais de muter un gars comme Adam Brooks à l'aile, ça ne fitait pas quand même. Donc, vraiment, c'était juste un mauvais casting pour lui, mais on aurait aimé le garder. Fait que c'est un bon joueur, là, vraiment, que le CH a réclamé. Sans dire que c'est une super vedette. Moi, j'ai eu un peu des, sans dire que c'est le même type de joueur, là, j'ai eu un peu des flashbacks de Paul Byron quand j'ai vu CH aller réclamer ce joueur-là. Je vois Adam Brooks comme un joueur qui pourrait s'établir dans la formation du Canadien pendant quelques années et vraiment devenir un joueur important là, dans un rôle de profondeur.
Ben, le pari est bon, justement. C'est quelqu'un qui a produit au niveau junior 130 points en pratiquement une soixantaine de matchs. Ouais. C'est quelqu'un qui était le partenaire de trio de Sam Steele dans la Ligue junior de l'Ouest. Ça s'est super bien passé. Ça, c'est un pari intéressant. Il y a un bon coup de patin. Ça peut être efficace pour... tu sais, comme... C'est un joueur qui travaille excessivement fort. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup d'Adam Brooks. Là. Il apporte beaucoup d'énergie, puis il travaille excessivement fort, puis il arrête vraiment jamais. Sur un quatrième trio, pour créer de l'échec avant avec quelqu'un qui est assez rapide, ça peut être très bien. Et honnêtement, c'est bien mieux qu'un Poehling qui, honnêtement, a eu beaucoup de difficultés sur le plan physique et sur le plan de sa couverture également. Là. Je pense qu'on est mieux avec Brooks. Maintenant, le seul petit bémol que j'ai avec Adam Brooks, parce que je me suis dit, j'étais curieux, j'ai dû aller revoir son dernier match qu'il a disputé dans une saison régulière ou série. Là. Et son dernier match, tout le monde l'a vu sans se rendre compte qu'Adam Brooks était sur la patinoire, mais c'était le fameux match numéro 5 Canadien Maple Leafs en série. Il jouait sur le quatrième trio et justement, son niveau d'énergie était là, il en donnait vraiment beaucoup, mais sur le plan de la couverture, j'ai trouvé qu'il y avait certains petits problèmes et le plus gros bémol que je peux apporter, son trio était souvent jumelé au quatrième trio des Canadiens, qui était Eric Stahl, Joel Armia et Corey Perry. Ouais. Tous de gros bonhommes de 6 pieds 3, 6 pieds 4 pouces. C'était pas facile à jouer contre eux. Honnêtement, c'est ça. Adam Brooks est un peu plus petit. Là, je pense que c'est 5 pieds 10 pouces. Et il s'est fait souvent tasser dans les coins. Là. Le centre qui était opposé à lui, c'était Eric Stahl, un vétéran qui a joué tellement de matchs, qui a tellement été excellent dans la LNH. Puis honnêtement, l'a complètement dominé. On ne l'a jamais revu lors des 2 autres matchs suivants. Donc, il y a peut-être ça. Là. Je pense que ça donne des armes à Dominique Ducharme. Si tu veux utiliser un centre dans des confrontations d'avantage physique, peut-être que ça peut être Poehling qui va être utilisé, même si, je le répète, Poehling a été très mauvais dans le camp au niveau physique. Et si tu as besoin davantage de vitesse contre une équipe qui va utiliser davantage de vitesse pour essayer de te battre, mais là, je pense qu'un Adam Brooks peut devenir une meilleure option. Ouais. J'ai hâte de voir ce qui va arriver avec Ryan Poehling quand même, parce que quand on l'avait rétrogradé par le passé, ça avait été difficile au départ à Laval, mais il avait bien terminé la saison. Est-ce que là, on va avoir un peu... Est-ce qu'il va bouder? Est-ce qu'il va être déçu d'avoir raté son coup? Parce qu'il ne peut pas en vouloir à l'organisation. Il a eu toutes les chances du monde de se faire mettre en valeur. Et là, je le répète, c'est un peu par la porte d'en arrière qui, présentement, il est dans le roster des 23 joueurs à Montréal, mais comme Nick l'a précisé, c'est probablement une question monétaire. Je pense pas que Ryan Poehling boude. Je pense que Ryan Poehling s'en impose beaucoup. Là. Il y a des attentes envers lui-même. C'est pas un problème d'attitude, c'est pas un problème d'éthique de travail, même si je sais que ça... On dirait que sur la patinoire, il se traîne les pieds. Je vois vraiment un gars qui est arrivé nerveux au camp d'entraînement, qui savait qu'il devait saisir sa chance. Et il n'était pas dans son assiette. C'est ça qu'on a vu. Bon, Ryan Poehling, je ne pense pas que son plafond est vraiment très haut. Je n'ai pas d'énormes attentes envers lui non plus, mais il est bien meilleur que ce qu'on voit en ce moment. Et je persiste à croire que ce n'est pas un problème d'attitude, ce n'est pas un problème d'éthique de travail, c'est vraiment un gars qui est arrivé nerveux, peut-être pas dans une bonne disposition, dans le bon état d'esprit, mais peut-être qu'il va se calmer un peu, il a fait l'équipe, on va lui donner une chance à un certain moment, il va arriver avec le couteau entre les dents, et c'est là qu'on va revoir le bon Ryan Poehling. Là. Je suis d'accord avec toi, Nick, honnêtement, pour le plan de la confiance. Là. Moi aussi, je pense que c'est davantage un problème de niveau de confiance qui est très, très bas. Il essaie même pas de faire un jeu avec la rondelle. Il est pressé, il s'en débarrasse. Là. C'est triste à voir un peu. Mais moi, ce que je vais aller, c'est pas nécessairement du niveau offensif, c'est au niveau défensif. Lorsqu'il couvre un joueur à 1 contre 1. Puis l'exemple qui me vient en tête, là, c'est un match contre les Sénateurs, il est contre Tyler Ennis. Là. Et Tyler Ennis, puis je comprends que Tyler Ennis, c'est un joueur mobile qui est assez efficace pour changer de direction rapidement. Mais Tyler Ennis fait 2-3 mouvements de direction et Ryan Poehling, honnêtement, moi, de ce que ça me semblait, c'est comme si Poehling ne faisait que le suivre, il ne se fiait absolument à aucun autre instinct. Comme justement où tu es positionné, tu arrangé pour qu'il soit davantage le long de la rampe plutôt que de le laisser recouper au centre. En tout cas, il avait tendance à davantage réagir plutôt qu'agir. Et ça faisait en sorte qu'à toutes les fois que Ennis tournait, Poehling se sortait complètement du jeu, là, vraiment. Sortait complètement de sa ligne. Et là, je pense que ça a amené une chance de marquer justement de Tyler Ennis. Là. Ça, justement, c'est un signe de quelqu'un qui manque de confiance, qui attend simplement de voir le geste de l'adversaire et OK, tu peux pas faire ça. Commencer à réagir selon ce que le joueur va faire.
Les joueurs sont tellement bons, tu vas te faire contourner d'une façon ou d'une autre. C'est davantage une question de positionnement et de bien défendre. Voilà. Si le Canadien a mis la main sur Adam Brooks au ballottage, il y en a un autre qui a été réclamé au ballottage dans les derniers jours et plusieurs personnes auraient aimé ça qu'il atterrisse avec le Canadien de Montréal, mais comme Nick, je pense que tu l'as précisé sur Twitter, le Canadien n'a pas vraiment eu son mot à dire dans l'acquisition d'Alex Barré-Boulet parce que le Kraken avait priorité sur le CH. Ben, si je peux expliquer rapidement le règlement du ballottage, l'ordre de priorité là, avant le 1er novembre, là, c'est le classement inversé de la saison dernière. Là, on ne prend même pas compte des séries, c'est pas comme le repêchage. Okay? Donc, ce qui arrivait, c'est que le CH, si je me souviens bien, avait terminé 18e au classement général. Ça veut dire que tu as 13 équipes déjà, d'ores et déjà, qui passaient avant le CH dans l'ordre de priorité, mais en fait, il y en a une 14e, le Kraken. Tu sais, le Kraken a repêché, c'est ça, quoi, 3e l'an dernier. Ben, c'était le même principe un peu pour l'autre de deuxième. Ben là, au ballottage, fouillez-moi pourquoi, il était 3e dans l'ordre de priorité. Alors, c'était carrément impossible, là, parce qu'il n'y a pas juste le Kraken, sûrement, qui a fait une demande pour réclamer Alex Barré-Boulet. Il y en avait plusieurs équipes, là, ça, j'en suis persuadé. Alors, je ne sais même pas si le CH a essayé, probablement qu'il l'aurait aimé, mais il s'est probablement dit, regardez, Barré-Boulet va être réclamé, donc on va concentrer nos énergies sur Adam Brooks, qui peut nous aider assez rapidement. Et Marty, vas-y. Et Marty, si Alex Barré-Boulet n'avait pas vraiment la chance de se faire valoir à Tampa Bay, parce qu'on le sait, c'est une équipe qui est extrêmement profonde, particulièrement en attaque, ça ne sera pas le cas à Seattle. Là, il pourrait justement prendre un step. Ben, moi, honnêtement, je suis tellement content pour Alex Barré-Boulet. J'en parlais hier avec Alexandre Picard, puis tellement de belles opportunités pour lui. Là. Écoute, comme tu le dis, Seattle est peut-être l'équipe dans la LNH où il y a le plus d'opportunités au centre pour se faire valoir. Écoutez, je regardais les... Là, c'est certain qu'il y a beaucoup de joueurs sur la liste de la COVID présentement du côté de Seattle. Là. Mm-hmm. Mais supposons que tout le monde est en santé. Là. Les centres, ça ressemble à la situation suivante. Tu as Alexander Wenberg qui est le premier centre. Là, on peut s'en c'est Jared McCann, le premier centre en ce moment. Dans les deux cas, c'est très faible. Là. Il joue avec Jaden Schwartz. J'ai parlé justement aux journalistes qui couvraient le Kraken. Il joue avec Jaden Schwartz en ce moment, puis Jordan Eberle. OK. Mais Wenberg joue avec les deux Suédois. Okay. Okay, mais il est sur la liste de la COVID aussi, lui, Jared McCann. Mais c'est vrai parce que les trios sont un peu démantelés, j'imagine, à cause de ça sur le site. Là, mais... Ouais, en tout cas. Mais tout simplement pour dire que les joueurs qui sont capables de jouer au centre, bon, il y a Jared McCann, mais encore là, Jared McCann, c'est pas un premier centre là, dans la LNH. Là. Non, mais ça pourrait être une sorte de William Karlsson, justement, là, cette saison. Oui, non. Je suis d'accord. Puis mon point, c'est pas de parler de Jared McCann. Je veux simplement dire qu'il y a Jared McCann comme centre. Tu as Alexander Wenberg. Marcus Johansson est étiqueté centre. Là. Oui, il a joué un peu avec le Wild la saison dernière, mais davantage un ailier là, depuis les dernières années. Et là, par la suite, tu as Morgan Geekie et tu as Riley Sheehan. Et Riley Sheehan, pour faire une petite histoire, là, c'est un joueur qui a signé avec les Sabres la saison dernière à la suite d'un essai professionnel. Donc, c'est pas quelqu'un qui a une énorme valeur présentement. Tout simplement pour dire qu'Alex Barré-Boulet, en regardant cet organigramme-là, ben, je pense qu'il y a une place quasi assurée dans un top 9. Par la suite, s'il se met à produire, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Ça peut devenir le début d'une belle histoire, là, honnêtement, là, d'un attaquant de premier trio qui performe vraiment bien dans la LNH. Je ne suis pas en train de dire que c'est ça qui va arriver, mais je trouve qu'il est dans des belles conditions pour que ça arrive. Ouais. Écoute, Ryan Donato a un bon camp d'entraînement. Il est à l'aile gauche en ce moment. Jaden Schwartz va être à l'aile gauche. Alors moi, je vois une niche pour Alex Barré-Boulet, probablement sur le 3e ou le 4e trio. Du Kraken, à partir de là, il peut être promu. Et je vois certainement Barré-Boulet être utilisé sur l'avantage numérique. Que ce soit la première vague ou la deuxième vague, je m'attends absolument à le voir là. C'est son pain ou son beurre. Il a tellement un bon sens du jeu. Il voit juste développer devant lui. Il découpe la glace. Ils vont l'utiliser là. Je mets ma main au feu. Là. Et tu mets ta main au feu que le Kraken va faire les séries? Absolument. Absolument. J'en démarre intéressant. Pas. Non, c'est bon, c'est correct. Les éditions audacieuses ici. Là. Ben là, je veux dire, regarde leur division. C'est vrai que leur division est très faible. Regarde, leur seule opposition, là, c'est Edmonton-Vegas. S'il fallait qu'Edmonton choque encore une année, grande c'est pas impossible. C'est certain que c'est faible, là, c'est sûr. C'est simplement qu'avoir un deuxième trio avec
avec Ryan Donato et Nathan Bastian, avec des Mason Appleton. Puis, tu sais, Vegas a surpris il y a quelques années. Ben, là, Vegas mais- n'avait pas énormément de firepower non plus. Et si on regarde la défense, je dirais qu'elle était supérieure à ce que Vegas était. Et elle est supérieure à ce que Vegas était. Et leur duo de gardiens est franchement solide. Si tu bâtis de l'arrière, tu peux créer des surprises. Ouais, mais ouais, c'est ça. C'est certain qu'au niveau défensif, c'est mieux. Là, mais moi, c'est vraiment l'attaque. Là, je me dis comme. Mais écoute, je me suis trompé royalement avec les Golden Knights il y a quelques années. Je pensais qu'ils allaient terminer dernier. Ben, c'est ça. Finalement, ils ont atteint la ça. finale. Donc, Souvent, quand il y a une formation d'expansion, c'est là qu'on réalise à quel point il y a du talent dans la LNH parce que t'as des gars qui se retrouvaient sur un 4e trio qui finalement ont une seconde vie avec une nouvelle équipe. Puis tu mets ce gars-là sur un premier trio, finalement, il est capable de faire 60 points. T'sais. Alors, tu as souvent des surprises avec ça. Sans dire que leur attaque va tout casser, je pense qu'avec leur défense, elle va peut-être être suffisante. Tu parles de surprise, Nick. On en a parlé quand même dans les dernières semaines. Quel joueur allait être en mesure de surprendre et de percer l'alignement à 18 ans? Bon, on avait avancé Cole Sillinger, on avait avancé Dylan Gunter. Ouais. Finalement, on avait raison dans le cas d'un des deux. Sillinger, lui, va amorcer la saison avec les Blue Jackets. C'est sûr qu'un peu comme Marty, tu l'as dit pour Alex Barré-Boulet avec la situation des centres à Seattle, c'est un peu la même chose pour Sillinger. C'est assez faible à Columbus. Et là, il a réussi à se tailler un poste. À quoi on peut s'attendre de Sillinger avec Columbus? Moi, ça me jette un peu à terre, franchement. La marche entre les deux ligues là, est quand même très grande. Là. Sillinger, il jouait dans la USHL et on a vu ce que ça a donné quand Jack Hughes a fait. Jack Hughes a été le premier à faire le saut directement de la USHL à la LNH. Rectification. Jack Hughes est passé du programme américain des moins de 18 ans. Le premier de l'histoire à le faire, c'est Sillinger. J'ai vu l'information hier. Là. Oui, non, mais il jouait quand même dans la USHL. Ouais, pas à 100%. Tu joues des matchs contre la NCAA également, tu disputes des tournois. Mais, oui, non, mais ça, le seul à temps plein de la USHL, c'est Cole Sillinger. Tu veux juste sur cette nuance-là. OK, mais tant qu'à moi, un gars qui est dans le programme, c'est quand même un gars qui a joué dans la USHL. Là. Je sais qu'il y a tous les à côté, les tournois internationaux, tout ça. Mais tant qu'à moi, je veux dire, tu as quand même passé l'essentiel de ta saison à la USHL aussi. Puis c'est ça, je veux dire, on l'a vu ce qui est arrivé avec Jack Hughes. Il a tout le talent du monde. Il a encore plus de talent que Sillinger et ça n'avait pas été très concluant. Là, lui, mais non, mais là, il y a une question de maturité physique. Je suis d'accord, Jack Hughes, il n'était pas encore mature physiquement, il n'était pas encore mûr physiquement. Là, Sillinger, je ne sais pas comment il se compare vraiment à Jack Hughes, là, mais le problème, c'est que c'est une marche qui est extrêmement haute et c'est peut-être pas le meilleur casting non plus parce que Columbus n'a pas beaucoup d'aspiration cette saison non plus, là. Shinakov a aussi fait le club, si je me trompe pas, là, ça va être un aliment qui est très jeune. Exact. Mais est-ce que justement, c'est pas un peu un Victor Mété 2.0 à Columbus? On insère des jeunes joueurs par défaut parce qu'on est un peu à court de ressources. Est-ce que c'est un peu ça ou vraiment Sillinger a mérité c'est comme ça sa que je place? le vois. Là. Jusqu'à preuve du contraire, c'est ce que je vois en ce moment. Moi, la différence entre Cole Sillinger et Jack Hughes que je vais apporter, tout d'abord, Cole Sillinger, si c'était une année normale, c'était pas une année troublée en raison de la COVID, il aurait joué dans la WHL. C'est quelqu'un qui a joué dans la WHL à 16 ans. C'est là qu'il aurait évolué. C'est tout simplement que plutôt que de prendre son temps que la Ligue redémarre ses activités, il a préféré s'en aller du côté de la USHL parce qu'il pouvait se le permettre. T'sais. Donc, ça, c'est premièrement. Deuxièmement, Cole Sillinger, je l'ai déjà mentionné lors de son année de repêchage, c'est toujours un espoir que j'ai adoré. Là, je l'ai souvent dit, je ne serais pas surpris qu'il y ait une meilleure carrière qu'un Matthew Beniers dans le même style parce que ce sont des... Et c'est là mon point. Cole Sillinger, c'est un attaquant qui est bon dans les deux sens de la patinoire, se débrouille super bien défensivement. Il est capable d'apporter également de l'attaque, il a quand même de bonnes mains. C'est son coup de patin qui est plus difficile, mais simplement pour dire que le premier critère, selon moi, si tu veux faire la LNH et ne pas avoir l'air fou à 18 ans, c'est de bien jouer défensivement, d'exploiter tous les petits détails possibles. Et ça, Cole Sillinger, là, j'ai vu un match du camp des recrues, pas des matchs préparatoires, là, mais des camps des recrues. Puis il a été bon au niveau des détails et tout ça. Il avait sa place là. Je suis obligé moi, selon moi, c'est pas une mauvaise idée, honnêtement, là, parce que justement, sur le plan des détails, sur le match sur 200 pieds, là, je pense qu'il est correct. Je pense qu'il est prêt. Maintenant, on va voir qu'est-ce que ça va donner. C'est certain que si dans les 8 premiers matchs, il n'y a aucun point, là, ce sera un peu fou de le garder dans la LNH. C'est mieux de lui donner de la confiance et de l'envoyer dans la Ligue américaine. Mais je pense qu'avec le casting qu'il présente, je pense que c'est pas nécessairement mauvais. Là.
Même moi, ce que j'aime de cette situation-là, c'est qu'on emploie Sillinger dans la Grande Ligue, mais on lui donne les chances de performer. Souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer un jeune, mais on va l'asseoir sur un 4e trio. En fait, c'est exactement le cas pour Chinakhov, mais ça, c'est un autre débat. Mais lui, au moins, Sillinger va jouer en principe sur le 2e trio, notamment avec Bjorkstrand, puis le 2e joueur m'échappe, là. Mais je pense que c'est Nyquist. Mais ça reste qu'au moins, il a des chances de marquer des points, il a des chances d'attaquer, il n'aura pas nécessairement un rôle défensif, malgré qu'il est bon défensivement. Puis ça, je suis content de ça, parce que c'est plate quand on rush un jeune, mais qu'on le confine et qu'on le retient un petit peu parce qu'on ne veut pas qu'il fasse d'erreur. Ben, écoute, ça va être super intéressant là, à regarder les Blue Jackets cette année. Si Chinakhov et Sillinger restent, Texier qui est carrément le premier centre, des gars comme Benstrom, Roslovic que tu vas pouvoir suivre. Tu as Jake Bean là, maintenant qui est rendu là et Adam Buckvis, dont le développement se poursuit. Ça va être une équipe qui est très très jeune. J'ai hâte de voir quelle courbe de progression elle va prendre. Non, tout à fait. Ça va être vraiment intéressant à suivre. Puis dans le cas de Sillinger, c'est ça. Je pense que sur un 3e trio, ça va. Il va avoir des chances de signaler. Là, je vois Boone Jenner et Max Domi, là, justement. Là, donc, ça pourrait être son rôle. Là. Je pense que ça peut. On va suivre, là, mais je pense que justement, pour le plan défensif, ça va l'aider. Dépendamment si Domi peut disputer. Je n'ai pas suivi ce dossier-là. Même dernière nouvelle, il était blessé. Là, on verra s'il est en mesure d'amorcer la saison avec les Blue Jackets. Un autre qui a percé à 18 ans, puis celui-là, je ne l'avais pas nécessairement vu venir. C'est un peu comme son rang de draft, dans le fond. C'est Mason McTavish, lui qui était sorti 3e avec les Ducks d'Anaheim. Sélection qui était un peu surprise. Il va commencer la saison dans le grand club. Pour l'instant, on ne sait pas encore si ça va être un centre ou un ailier. Moi, je le vois vraiment plus comme un ailier, mais en ce moment, on semble être un peu ambivalent entre les deux. Ouais, c'est ça. Je suis surpris moi aussi parce que, veux pas, le gars a une saison dans la OHL derrière la cravate. C'était pas durant son année de repêchage. Là. Son année de repêchage, il a joué un peu en Suisse, je pense. Mais bon, c'est un gros bonhomme. Des fois, il y a des gros bonhommes qui prennent plus de temps à s'ajuster, justement. Mais lui, on l'amène immédiatement. Est-ce que ça va être juste pour une période d'essai? Moi, je tends à croire que oui. Moi, j'ai vraiment hâte de voir ce qui va arriver avec ça. Là, on va voir comment ça se passe, le développement d'un jeune joueur. Je l'ai vu jouer, Mason McTavish, lors d'une rencontre. Il était à l'aile d'Isaac Lundestrom et de Jakob Silfverberg. Là, il est classé davantage centre du 4e trio. J'espère sérieusement que ça ne va pas arriver. Vous savez à quel point j'ai horreur de mettre un joueur de 18 ans sur un 4e trio dans la LNH. Je trouve que c'est la pire recette pour scraper un joueur, là, vraiment. Là. Et là, c'est là que j'ai hâte de voir Mason. Mais pour revenir à McTavish, c'est ce que j'ai hâte de voir. Parce que le match que j'ai vu, que je l'ai vu évoluer, j'ai vu un petit segment aussi du 2e, mais pas assez pour dire que j'ai une opinion tranchée. Là. Mais est-ce qu'il est calibre de la LNH? Absolument. Il est gros physiquement, il se débrouille super bien dans les coins de patinoire. Les seuls qui le dominent, ce sont des spécialistes vraiment sur le plan physique. Là, pour donner un exemple, là, le match était contre les Kings et vers la fin du match, il s'est mêlé dans une échauffourée avec Michael Anderson, le gros défenseur défensif des Kings. Puis il n'a pas eu l'air fou du tout. Il a été capable de tenir son bout, alors qu'Anderson, c'est peut-être un des défenseurs les plus robustes dans la LNH présentement. Moi, je l'aime beaucoup, ce défenseur-là. Là. Et donc, sur les petits détails à ce niveau-là, dans les coins, il se débrouille super bien. On l'avait déjà dit avant son année avant qu'il soit repêché, c'est un gars qui a des qualités de leadership incroyables. Donc, sur ce plan-là, ça va très bien également. Mais il y a une différence entre être capable de jouer dans la LNH à 18 ans et d'être capable d'être dominant dans la LNH. Et là, c'est là ma question avec Mason McTavish. Il a montré quand même un certain sens du hockey. Là, savait bien se placer, savait se cacher de temps en temps des adversaires pour obtenir des chances de marquer. Mais il y a quelque chose. Moi, j'ai un bémol. J'ai l'impression que ça ne va pas nécessairement marcher sur le plan offensif. Moi, c'est mon opinion. J'espère sérieusement pour lui que ça va bien se passer. J'ai l'impression qu'on peut peut-être sacrifier un petit peu d'attaque là, parce qu'il va avoir joué peut-être un peu trop tôt dans la LNH. On verra. Là, peut-être qu'après 8 matchs, on va le retourner dans la OHL. Mais moi, j'ai tendance à penser que si tu es pour le faire jouer dans la LNH, tu veux l'utiliser davantage au sein d'un top 6 que d'un 3e trio et encore pire sur un 4e trio. Ouais. Non, mais c'est un peu le syndrome Mason McTavish du gros bonhomme qui domine plus jeune.
parce qu'il gagne ses batailles 1 contre 1, parce qu'il est capable de servir de son corps pour couper au filet. Et là, c'est la grande question dans son cas. Est-ce qu'il sera en mesure justement d'utiliser cette recette-là face à des défenseurs de la Ligue nationale qui en ont vu d'autres, face à des gros bonhommes? Mason McTavish, il est gros. Il est 6 pieds 1, il est 200 livres. Mais 6 pieds 1, 200 livres, c'est pas si gros que ça dans la Ligue nationale. C'est gros junior. Elle est là la question. Puis, comme Nick dit, est-ce que ça va juste être une période d'essai et que finalement, on va décider de le retourner après la petite période qu'on peut utiliser un joueur au début de la saison? C'est possible. Ça va être intéressant à suivre. Moi, je pense que pour son développement, ce serait mieux qu'il retourne dans un niveau inférieur. Je pense qu'il est capable de jouer présentement dans la Ligue nationale, mais à long terme, est-ce que ça va être bénéfique? J'en doute. Ouais, mais sur le plan physique, il est correct. Là. Ça, il n'y a aucun problème. Il est capable de jouer dans la LNH sur le plan physique. Ça, il n'y a pas de problème. Moi, c'est vraiment sur le niveau offensif. Tu repêches un joueur troisième au total, c'est parce que tu veux qu'il devienne un joueur top 6, un joueur dominant. En fait, je dis top 6, mais même top 3. Tu veux que ce soit un attaquant de premier trio. En tout cas, moi, c'est ma logique. Tu le repêches aussi haut, tu veux qu'il performe. Là, c'est ça mon inquiétude. Est-ce que le fait de jouer sur un 3e ou un 4e trio, là, d'axer davantage sur les détails, rejette la rondelle en fond de territoire, commet pas trop d'erreurs. Tu sais, là, il va peut-être davantage penser à justement ne pas faire d'erreurs et à tout simplement faire son travail défensif plutôt que de faire ce qu'il devrait faire, c'est-à-dire attaquer, obtenir des points. Moi, c'est là mon inquiétude. C'est davantage sur le plan offensif. Sur le plan physique, je te comprends. Tu sais, ça, je ne remets pas en doute son aspect physique. C'est pas ça que je veux dire. Peut-être que j'ai été mal interprété. Là. Je dis juste qu'il ne sera pas capable d'autant abuser des défenseurs adverses avec son physique comme il pouvait le faire pour générer de l'attaque. On l'a vu beaucoup, junior, notamment dans les moins de 18 ans. Tu sais, il penche son épaule, puis il va au filet, puis il n'y en a pas de problème. Oui, il est encore gros, puis oui, il va être encore capable de le faire, mais ça se peut que le défenseur va être capable de le laisser le long de la bande puis l'empêcher de couper au centre. Donc, évidemment, c'est l'aspect offensif qui va en souffrir. Physiquement, il est correct. Oui, mais c'est ça. Mais c'est quand même un gros bonhomme qui a une excellente vision du jeu aussi. Là. Ses hockey smarts sont très, très, très bons. Alors, c'est pas un one-trick pony comme on peut en voir. Là, mettons des gars comme Oliver Shillington qui ont dominé junior parce qu'il était juste plus rapide que tout le monde. Finalement, quand tu arrives au plus haut, à un prochain niveau où tout le monde est rapide, ben là, tu n'es plus hâte de faire un jeu parce qu'il faut que tu tires de ta tête. Ben, Mason McTavish, lui, s'il sort de sa tête, il est efficace aussi. Là. Et comme Nick dit, c'est ça. C'est quelqu'un qui a une bonne vision de jeu, puis c'est quelqu'un qui a un bon lancer. Là, l'affaire, c'est que le match que j'ai vu, il n'a rien montré de ces qualités-là. Et je le sais qu'il les a. Ça, il n'y a pas d'inquiétude. C'est vraiment à ce niveau-là, moi, que je me dis peut-être qu'il serait mieux d'aller dans la OHL. Obtenir une saison, honnêtement, s'il retourne là, ça va être une saison de 100 points. Là. Ça va être une excellente saison. La confiance va être dans le tapis. Tu travailles vraiment fort offensivement. Puis à 19 ans, là, tu t'amènes dans la LNH. Là, il serait capable. Au draft 2021, je pense que je parle au nom de nous trois en disant que Mason McTavish, 3e, c'était une petite surprise. Là. Moi, ça ne m'avait pas tant surpris que ça, personnellement. Puis je trouvais que j'aimais le choix, je le trouvais ballsy, et je trouvais que ça avait du sens. Bon, mais je vais parler à mon nom d'abord. Donc, moi, ça m'avait surpris. Pas une surprise, mais je trouvais ça tôt. Là. Ça, je m'en cache pas. Là. Ben, c'est ça que je veux dire. Non, mais je le savais. Moi, je m'attendais à ce qu'il sorte 6. Ben, plus comme ça. Mais anyway, laissez-moi faire mon lien tranquille. Je m'attendais à ce que Mason McTavish et William Eklund s'inversent au repêchage. McTavish est sorti 3e et Eklund est sorti 7e avec les Sharks. Bon, finalement, c'est arrivé comme ça. Mais Eklund, lui aussi, a réussi à faire l'alignement final des Sharks. Tu vois, lui, je suis déjà plus en confiance. Je m'attends déjà plus à ce qu'il soit capable de performer et de tirer son épingle du jeu, contrairement à McTavish. Lui, tu vois, c'est complètement l'inverse, je trouve. Lui, puis la morale de l'histoire avec William Eklund, c'est ça depuis 2 ou 3 ans, ne pariez jamais contre William Eklund. Jamais, jamais, jamais. Écoutez, j'ai pas vu beaucoup de matchs là, de lui dans les matchs préparatoires. J'ai vu une 3e période contre les Golden Knights. Moi, ce qui m'avait semblé, c'est que sur le plan physique, c'est un petit peu difficile. Il est quand même pas très gros, là, 5 pieds 10, 5 pieds 11 pouces. Ça semblait difficile à ce niveau-là. Mais en même temps, je ne vais pas juger sur une période. Là. Dieu sait qu'il a peut-être fait d'autres très belles choses. Je sais que semble-t-il que plus le camp avançait, meilleur il a été, plus il s'est signalé au niveau offensif. Et c'est quelqu'un qui a quand même du caractère, là, qui est bon dans les deux sens, qui a du chien, là, qui n'a pas peur de se signaler dans les coins à l'eau filet. Je pense que ça a pu lui rapporter, et ça combiné au fait que les Sharks de San Jose, soyons honnêtes, il n'y a pas énormément de talent dans cette équipe-là. Je pense que c'était plus facile pour lui de se tailler un poste-là qu'un Peyton Krebs avec les Golden Knights, par exemple, où là, il s'est bourré de talent sur le premier ou le 4e trio. Tu sais.
Oui, puis Eklund, en principe, en ce moment, devrait évaluer avec Thomas Hertel et Barabanov. Donc, bon, Hertel, ça devrait aller quand même au niveau offensif. Barabanov, c'est pas mauvais non plus. J'ai hâte de voir, honnêtement, parce que comme tu dis, Marty, il n'y a pas 53 solutions non plus du côté des Sharks. Est-ce que William Eklund va faire toute la saison-là? Est-ce qu'il va avoir une bonne saison? Ça va être intéressant, mais il y a assez de talent, d'après moi, pour être capable de devenir un joueur, peut-être pas dominant, mais efficace dans la Ligue nationale dès cette saison. Ouais. Puis, ben, mais moi, honnêtement, j'ai toujours adoré. Je l'avais 3e dans ma liste lors du repêchage 2021. J'ai toujours adoré William Eklund. C'est quelqu'un, justement, qui est bon en attaque, qui est quand même très bon pour manœuvrer en zone restreinte sur le long des rampes. C'est quelqu'un de très, très complet qui travaille fort et il a toujours son histoire avec sa famille. Là, c'est le plus vieux de sa famille. Je pense que c'est 5 ou 6 enfants. Puis il a toujours été un peu le père de famille, si tu veux, là, toujours un peu élevé ses frères et ses sœurs aux côtés de ses parents. Mais tout simplement pour dire qu'il a une très, très belle maturité pour son âge. C'est un joueur de 18 ans, mais qui a peut-être la maturité d'un gars de 22 ou 23. Donc, c'est peut-être pas anodin de voir qu'il est capable de s'ajouter peut-être aussi rapidement au calibre de jeu de la LNH. Mais encore là, je le répète, on va le voir dans les matchs de saison. Là, j'ai vu une période et c'est clairement pas assez pour donner une opinion sur un joueur. Là, donc, on verra bien. Après avoir parlé des Ducks et des Sharks, continuons avec la Californie. Là. Mauvaise nouvelle chez les Kings. Quinton Byfield, fracture à la cheville. Bon, on le sait, Quinton Byfield, c'est quand même le deuxième choix total d'il y a 2 ans, tout juste derrière Alexis Lafrenière. Ça n'avait pas été tant concluant l'année dernière. Là, on avait ramassé seulement qu'un point en 6 parties. Là, il avait vraiment la chance de prendre un step de plus. On sait qu'on amène Philippe Danault, donc un autre joueur de centre qui, bon, a probablement bataillé les deux ensemble pour le poste de deuxième centre. Mais là, fracture à la cheville, c'est un bon setback pour Quinton Byfield. Ça ne sera pas encore facile cette saison de se mettre en marche alors que tout le monde est déjà dans un bon rythme, alors que lui va arriver avec une bonne longueur de retard. Ben moi, ça m'inquiète quand même parce qu'on ne parle pas d'une entorse, on ne parle pas d'une foulure, on parle vraiment d'une fracture à une cheville. Et pour un athlète professionnel, la cheville, là, c'est quand même quelque chose d'assez fragile. Et quand tu la blesses, ben, les blessures peuvent être assez récurrentes par la suite. Oui, ces gars-là sont épaulés par des équipes médicales qui sont assez avancées, mais une cheville, c'est assez capricieux. Alors non, là, je veux dire, sa carrière n'est pas terminée, mais c'est quand même quelque chose que je surveillerais et je ferais très attention là, dans sa réhabilitation là, si j'étais, mettons, le médecin là, des Kings de Los Angeles. Ouais, ben écoute, on verra ce que ça va donner aussi. C'est certain que si, supposons, en raison de sa fracture, il perd de la vitesse, ben là, honnêtement, il perd pratiquement l'avantage même de la mobilité dans sa cheville là, qui fait qu'il peut moins changer de direction, qui est moins mobile. Exactement. Puis on s'entend que la qualité numéro 1 de Quinton Byfield, c'est exactement ça. C'est un centre de pied 4 pouces qui patine comme le vent. Ça n'existe pas énormément souvent. Là. Donc, c'est malheureux, honnêtement. On verra qu'est-ce que ça va donner. Je pense qu'il y avait une très belle opportunité pour lui de se tailler un poste avec les Kings et peut-être même d'avoir un rôle d'impact. C'est vraiment dommage. Donc là, maintenant, on va voir qu'est-ce que ça va donner dans les prochaines... lorsqu'il va commencer la saison. Comme tu dis, ça va être difficile pour lui. Il va revenir au moment où tous les joueurs vont avoir pris l'horaire d'aller, qui vont être dans leur forme du mois de décembre, si tu veux. Là. Donc, ça va être intéressant à suivre, là, mais c'est vraiment dommage pour lui, honnêtement. Qu'est-ce qui arrive avec Alex Turcotte? Je n'ai pas vu passer son nom dernièrement. Est-ce que lui fait le club? Le savez-vous de mémoire? Comme ça, je lance un peu un curveball. J'ai pas vu sur la formation, je pense, des Kings. De mémoire, il a été retranché. Là. Je ne vais pas dire n'importe quoi, là, mais il me semble avoir vu qu'il avait été retourné du côté... En Ligue américaine, avec le Ring, dans l'Ontario. OK, parfait. Excellent. Ben, c'est bon, j'aurais dû vérifier avant de vous poser la question, mais ça ne m'a pas en tête. J'étais comme, est-ce que Turcotte, lui... a fait le club, mais on vérifie ça pour vous puis on vous redonne des nouvelles dans quelques instants. En attendant, un qui a réussi à percer l'alignement et je suis extrêmement content pour lui. Il a très bien fait au camp des Devils. Il a fait des buts sensationnels. On en a parlé beaucoup depuis le début de notre podcast de la 2e saison. C'est Dawson Mercer. Et Mercer, honnêtement, il n'a pas volé sa place. Quand on parle d'un jeune qui est capable de forcer la main de l'organisation, il a marqué des highlight reel goals. Là. Il n'a pas été juste efficace. Il a été spectaculaire. Et moi, je m'attends à ce qu'il soit capable. Je regardais tantôt, là, il devrait jouer avec Tatar. Donc, il devrait peut-être créer une chimie un peu offensive. Je le souhaite à Dawson Mercer que ça fonctionne et que ça fonctionne rapidement dans la saison.
Mais écoute, on a parlé de beaucoup de jeunes depuis le début et pour la plupart des jeunes qu'on a mentionnés jusqu'ici, j'aurais dit période d'essai. Ces gars-là vont être retournés à leur club junior après 9 matchs. Pour Dawson Mercer, là, moi, j'y crois pour vrai, par contre. Je pense que Dawson Mercer peut s'établir pendant toute la saison avec les Devils du New Jersey. Je suis d'accord avec toi. Moi, je suis 100% d'accord avec toi. Écoute, Dawson Mercer, depuis son année de repêchage, là, surprend constamment. Qui aurait dit que Dawson Mercer, à son année de 17 ou 18 ans, là, peu importe, se taillerait une place avec Équipe Canada Junior à titre de 13e attaquant? Personne. Personne ne le mettait là. Il a tellement travaillé fort. Il est tellement intelligent. C'est tellement une personne professionnelle pour son âge qu'il a trouvé le moyen de se démarquer à ce niveau-là. Moi, je suis d'accord avec toi, Nick. Je pense qu'il a continué à épater la saison dernière avec les Saguenayens. Puis là, fait simplement débarquer avec les Devils et c'est simplement le début. Il a impressionné. Je pense que ça va être ça tout au long de sa carrière. Il va faire davantage que ce que les gens s'attendent parce qu'il est tellement intelligent. Il y a peut-être 4 ou 5 joueurs dans la LNH qui sont capables de faire des jeux comme lui le fait. Des jeux que personne ne penserait faire pour aider à développer le jeu, aider à son équipe à garder la rondelle ou à aider à créer une chance de marquer. Il est vraiment exceptionnel là-dessus. Écoute, il y a un gars, là, je veux dire, Sam Reinhart, là, c'est un gars qui était extrêmement intelligent. Je trouvais qu'il y avait une intelligence du jeu semblable à celle de Mercer, mais en termes de fougue, en termes d'éthique de travail, en termes de coups de patin, c'est là que ça se compare même pas. C'est comme si tu mettais le processeur de Reinhart dans un gars qui a beaucoup de chiens. C'est ça, Dawson Mercer. Je pense que ça va être tout un joueur, moi, pour les Devils. Puis, combiné à ça, tu fais bien de parler de l'intelligence et tout ça, mais également, il y a tellement de... Au niveau des habiletés naturelles, il y en a également. Il y a des mains, là, il peut manœuvrer dans une cabine téléphonique. Là, dans les zones restreintes, là, il est excellent, Dawson Mercer. On dit beaucoup qu'il est beau, il est fin, il est tellement gentil, il est responsable, mais arrêtons aussi de dire ça. Et reconnaissons qu'il y a du talent naturel aussi. Ouais. Là, il y a des habiletés qui sont intéressantes. Tu sais ce que je parlais, comme il arrête pas d'impressionner les gens, puis il fait davantage que ce à quoi on s'attend de lui. Là. J'ai vu passer une citation du directeur général des Devils, Tom Fitzgerald. On parle du directeur général. Là. Il est censé connaître ses espoirs, peut-être pas sur le bout de ses doigts, mais il est censé avoir une petite idée. Là. Ouais. Au moins les first picks, on se le dit. Je me pince à tous les jours que je le regarde jouer. Je ne savais pas à quel point il était aussi bon. Ça, c'est le directeur général qui dit ça. C'est Tom Fitzgerald qui a joué je ne sais pas combien d'années dans la LNH en tant que joueur bon dans les deux sens de la patinoire, qui a vu je ne sais pas combien de vedettes passer. Si lui dit ça, c'est parce que prenez ça au sérieux. Dawson Mercer est tout un joueur vraiment exceptionnel. Là. Pour moi, il y a un recruteur chez Devils ou des recruteurs qui ont une tape dans le dos là, récemment. Là. Ah, puis tu regardes la ligne de centre des Devils, là, c'est quand même Jack Hughes, Nico Hischier puis Dawson Mercer. Là. Ouais. C'est pas mauvais. Là. Puis là, tu es allé chercher Dougie Hamilton en défense. Tu as Ty Smith qui est vraiment pas mauvais, qui a eu une bonne saison l'an dernier. Ça commence à prendre forme là, au New Jersey. Ah, ils vont être très surveillés. Puis ça ne sera pas l'équipe. Ils ont été dominants les dernières années. Il faut remonter il y a 15-20 ans. Mais pour une toute autre raison. Là, ça va vraiment être une équipe excitante, je pense, à regarder aller les Devils du New Jersey. Puis honnêtement, je le souhaite à Dawson Mercer. C'est un bon petit gars, c'est un petit gars d'ici. Puis c'est cool. Puis je le souhaite aussi à Hendrix Lapierre, qui lui non plus ne l'a pas eu facile. Incommodé par plusieurs blessures, a eu plusieurs setbacks, qui finalement a été repêché par les Capitals de Washington. Il amorcera lui aussi. Ouais. Puis ça, pour vrai, je suis tellement content. Tu sais, quand un joueur, tu le sais qu'il a travaillé dur pour se rendre loin, mais là, il est récompensé. Hendrix Lapierre, en principe, devrait être sur le même trio que TJ Oshie. Donc, il aura toutes les chances au monde de se faire valoir. Oui, mais lui, j'y crois un peu moins que Mercer pour vraiment disputer l'année complète avec les Capitals. Je le vois vraiment plus comme un placeholder en attendant le retour de Niklas Backstrom. Et c'est vraiment rien contre Lapierre. Là. Je ne veux rien enlever à son camp. Il a super bien fait. Et sans dire qu'il ne serait pas prêt à jouer une saison complète, c'est peut-être pas la meilleure décision pour son développement à lui. Le développement de chaque joueur est différent. Pour Lapierre, je ne serais pas contre le fait de le renvoyer une autre année. Non, ça c'est certain, mais il y a une chose qu'il faut noter par contre dans le cas d'Hendrix Lapierre. J'ai vu 2 matchs de lui, je pense, justement avec Oshie, Connor Sheary. Puis
honnêtement, défensivement, sur le plan des détails, sur le plan de la couverture défensive, Ah, mais j'ai aucun il est doute à la bonne là-dessus. place. Ça, il J'ai aucun doute là-dessus. Il a tout le temps une bonne petite tête de hockey, ce gars-là. Ouais. C'est juste que ce qu'il devait vraiment améliorer, et il l'a fait, je trouvais, l'année suivant son repêchage, là, la saison dernière, c'est qu'il devait attaquer plus l'enclave, plus les zones privilégiées là, au centre de la glace. Ouais. Là, il a commencé à le faire davantage. Mais là, c'est parce que ce qu'il faisait, c'est qu'il restait en périphérie, puis il savait que fabriquer des jeux, c'était son pain et son beurre, mais tu ne peux pas juste faire ça, surtout dans la LNH. Mais il a diversifié son jeu, je vais lui donner ça. Et ça, tu as un bon point, Nick, parce que par rapport à ces matchs, justement, une des qualités, moi, je trouve qu'il a ressorti beaucoup, et s'il peut produire offensivement, ça va être grâce à ça, c'est justement qu'il se présentait devant le filet. Il avait tendance à positionner son bâton pour faire dévier des lancers d'Oshie. C'est arrivé 2 ou 3 fois là, qu'il a obtenu des chances quand même intéressantes. Là, et c'est comme, je ne dis pas que c'est comme ça qu'il a amassé ses 5 aides, là, mais c'est comme ça qu'il... Mais ça, c'est un détail intéressant. Tu dis, OK, s'il peut produire un peu, ça va être de cette façon-là. Ça, c'est un excellent point, justement, là, que c'est une facette qui a amélioré et ça va être juste bon pour lui s'il peut produire. Mais comme tu dis, il y a Niklas Backstrom qui est dans le portrait aussi. Là. Il n'y a pas beaucoup de place, honnêtement, chez les Capitals. C'est ça qui m'embête un peu plus. Là. Dès qu'on va réaliser qu'on va avoir de la misère à l'intégrer dans la formation, la décision va s'imposer là, de le retourner. Là. Ah, c'est sûr, c'est la solution facile. Mais je serais curieux de t'entendre finir ton point, Marty. Tu parlais que défensivement, il était toujours bien placé, Lapierre? Oui, non, exactement. Exactement. Toujours... Tu sais, il est toujours bien replié, il travaille toujours, il se positionne toujours en zone neutre pour fermer les attaques adverses, va continuellement fermer le centre, si tu veux, là, mettre de la pression sur le porteur de la rondelle. À ce niveau-là, c'est très bien. Puis je savais qu'il allait être bon à ce niveau-là, mais tu vois, pour un joueur de 19 ans, dans la LNH, puis des derniers matchs qu'il a disputés, il y avait quand même pratiquement des formations A de l'autre côté. Là. Puis il a quand même tenu son bout. Donc ça, c'est encourageant. Maintenant, comme Nick le mentionnait, ça demeure une équipe qui a beaucoup de talent en avant. Là, lorsque Backstrom et Ovechkin vont revenir, Ovechkin, ça ne devrait pas être très long, là, mais en tout cas, ça pourrait être peut-être un peu plus compliqué. Mais en tout cas, c'est quand même vraiment le fun à voir. Là. On a entendu à plusieurs reprises dans les dernières années Kotkaniemi ou Ketchuk. Ça, c'était récurrent, c'était toujours Kotkaniemi ou Ketchuk. Est-ce que là, ce ne sera pas le nouveau Goulet, Mercer ou Lapierre? Est-ce que les partisans des Canadiens de Montréal vont être déçus dans quelques années d'avoir laissé filer finalement les deux attaquants? Je pense pas. Écoute, on aurait peut-être cette discussion-là si Kaiden Guhle n'avait pas connu un bon camp. Mais tu as un joyau, tu as ton propre joyau en Kaiden Guhle en ce moment. Et Kaiden Guhle, c'est aussi un défenseur. Ça a beaucoup de valeur dans la LNH. C'est difficile d'en obtenir un, donc tu dois en obtenir un au repêchage. Donc la décision du CH de ce point de vue-là est très valable. Non, tant et aussi longtemps que Kaiden Guhle nous prouve que c'est un stud, que c'est vraiment un futur défenseur top 4, là, un bon défenseur top 4, là, pas un défenseur top 4 qui est là par défaut, ben, il n'y aura vraiment pas de débat. Je pense qu'on va apprécier le choix du CH. Ben, c'est ça, je pense que je trouve que c'est toujours un peu injuste d'aller dire OK, le joueur repêché 4 ans après a été bien meilleur que le joueur qu'on a repêché, mais l'essentiel, c'est d'avoir, puis au premier tour, là, puis c'est d'avoir son joueur, c'est ça. Puis on s'entend que c'est pas un choix top 10, là, c'est un choix un peu plus dans le milieu de la ronde. Là, donc, si tu as un joueur, si ça devient un défenseur top 4, Kaiden Guhle, mais que Dawson Mercer devienne vedette qui obtient 70-80 points, c'est certain que je prendrais Mercer. J'avais Mercer dans ma liste avant Kaiden Guhle et je sais que Nick, c'était la même chose pour toi. Tu sais. Absolument, absolument. Sauf que de l'autre côté, si Guhle joue dans la Ligue nationale, qui devient un défenseur intimidant devant le filet, un Shea Weber, mais pas de lancer, si tu veux, là. On ne peut pas critiquer non plus. Si tu obtiens un joueur de la LNH avec ton choix, ben, même si tu n'as pas un Mercer ou un Lapierre, ben, si le gars est capable d'avoir un rôle important, ben, c'est pas grave. Là. L'important, c'est d'avoir un joueur qui a un impact dans la ligue, là, tout simplement. Tu sais. Bon, on a parlé depuis tantôt de plusieurs joueurs qui ont gagné justement leur poste au sein de la Grande Ligue. Probablement celui que j'ai le plus hâte de voir tout au long de la saison parce qu'il est bourré de talent. C'est un joueur que j'adore. C'est Lucas Raymond avec les Red Wings. Honnêtement, les Red Wings, autant ils ont été médiocres dans les dernières saisons, là, j'ai l'impression que la machine, tranquillement, elle repart. On sent vraiment l'influence de Steve Yzerman. Et Lucas Raymond, watch out. Il est bourré de talent. Puis on s'en parlait, Marty. Autant Raymond, quand il a été repêché, il était repêché plus pour son playmaking, pas nécessairement pour son tir. Mais depuis, c'est incroyable à quel point il a travaillé ça. Et maintenant, il a vraiment tout un lancé.
sais pas si vous vous souvenez, je sais pas si c'est il y a quelques semaines ou même l'année dernière, j'avais parlé de Lucas Raymond à quel point il y a une éthique de travail vraiment incroyable. J'ai notamment parlé de sa mère qui était nutritionniste, donc sur le plan de l'alimentation, il n'y a aucun problème avec lui. Là. C'est pas quelqu'un qui va manger des Big Mac après un match, là, avant un match. Là. Mais tout simplement pour dire, on voit à quel point, tu sais, les joueurs qui travaillent fort, qui veulent travailler tous les petits détails, qui sont continuellement sur la glace ou dans le gymnase, parfois ça donne ce genre de résultat-là. Et Lucas Raymond, je te dirais, 2 semaines après son repêchage, commençait déjà à marquer. Et c'est drôle parce qu'il y avait une belle chimie avec Mathias Norlinder. Là. C'était 2 joueurs qui jouaient à Frölunda. Puis Norlinder avait tendance souvent à alimenter Lucas Raymond avec l'excellent lancer sur réception ou tout simplement le tir des poignets qui était dévastateur. Mais ça, c'était 2 semaines après son repêchage. Mais il y a 4 mois auparavant, j'aurais même pas pu te dire ça. Ça démontre à quel point il est acharné, il travaille fort et même, puis je suis un énorme fan de Lucas Raymond, je l'avais 3e dans ma liste lors du repêchage 2020, je l'avais beaucoup plus haut que certains. Et malgré tout, il me surprend quand même. Moi, je pensais qu'il allait avoir une période d'ajustement, qu'il allait peut-être avoir besoin de la Ligue américaine. J'ai vu les matchs, dans les coins, il se débrouille. Il a été de mieux en mieux. Ça a été difficile au début, lors du camp des recrues, même s'il marquait en raison de son lancer. Puis plus ça allait, meilleur il était dans les coins. Puis je suis en train de me dire, est-ce que son style de jeu va peut-être être plus efficace pour lui dans la LNH qu'en Suède, parce que tu es davantage le long des rampes ou davantage que tu travailles? J'ai vraiment hâte de voir. Moi, je suis agréablement surpris. Je ne m'attendais pas à ça, mais je l'adore et je suis content de voir ça. C'est un joueur qui, selon moi, là, va être dans le top 10, top 15 des joueurs les plus talentueux de la LNH là, à son pic. Ouais, j'avais pas ce take-là. Mais je suis d'accord avec toi. Moi, ce que j'ai toujours vu, comme dans le cas de Lucas Raymond, et maintenant il y a un lancé, donc c'est encore plus que ça, je me suis toujours dit ça va devenir un Mitch Marner, mais avec du chien. Tu sais, Mitch Marner, là, tout le monde le prendrait à son équipe, mais la principale critique qu'on fait, c'est qu'il ne se présente pas dans les gros moments, dans les coins, quand ça commence à brasser. C'est un gars qui a du caractère quand même, Mitch Marner. Même malgré sa taille, là, on n'a jamais dit que c'était un gars qui... Ouais, mais il a quand même essuyé plusieurs critiques à ce Oui, à cause de son manque de production. Mais je le voyais bloquer des tirs, puis je le voyais aller dans les coins pareil. Ouais, mais c'est pas au même niveau que Lucas Raymond. C'est ça que je veux dire. Lucas Raymond, il a pratiquement du cut-choc dans un corps avec le talent de Mitch Marner. C'est à peu près ça. Là. Il fait souvent perdre les pédales à l'adversaire parce qu'il y a un côté arrogant, si tu veux. Là. Il est chien, il est difficile à jouer contre. Moi, c'est pour ça. Au-delà du fait que c'est un gagnant. C'est un joueur qui est clutch, on l'a vu dans les tournois internationaux de la Suède à l'époque, c'est pas compliqué. Tu avais 2 joueurs qui faisaient gagner la Suède. C'était Holtz et Raymond, mais puis c'était souvent justement Raymond qui allait marquer le but décisif ou allait faire la passe qui allait faire la différence. C'est un joueur qui a le gene clutch, et le gene clutch, c'est pas beaucoup de joueurs qui l'ont, là. C'est assez rare comme trait dans le sport professionnel, puis lui, il l'a. C'est ça, tu tour du chapeau au championnat mondial des moins de 18 ans, il avait 16 ans à l'époque. Donc, c'est un joueur qui était plus jeune que la majorité des gars qui étaient là. Tu parles tour du chapeau, Marty, pas tour du chapeau dans un match préliminaire ou encore de finale. Là. En finale. En finale, puis son 3e but, c'est en prolongation. Donc, ça donne une idée à quel point lui, puis tu le voyais comment il célébrait, c'était comme amenez-en de la pression, amenez-en des... Exact, il carbure à ça. Ouais. Moi, c'est pour ça que j'ai toujours adoré, parce que je me disais, dans les gros moments, il va se présenter. Mais honnêtement, c'est un peu à ce temps-ci de l'année qu'on s'amuse là, avec les prédictions du Calder. Puis bien des gens mettent Cole Caulfield, certains voient Trevor Zegras, d'autres ils vont avec Spencer Knight. Mais moi, je vous le dis, Lucas Raymond, c'est mon choix. Et moi, je m'attends à ce qu'il connaisse une saison du tonnerre. Il aura toute la place au monde avec les Red Wings. C'est pas une équipe qui est nécessairement bien nantie. Il y a Zadina là, qui est là aussi. Là, mais sinon, Raymond a vraiment toute la place à Détroit pour performer. Moi, personnellement, je m'attends à ce qu'il soit au moins finaliste pour le Calder. Est-ce que je suis dans le champ en disant ça? T'es pas dans le champ. Je pense que c'est possible. Il est quand même sur le premier trio avec Dylan Larkin. Et dans le camp, tu l'as vu comme moi, désolé, là, il y a une excellente chimie avec Dylan Larkin. Ça va très bien. Donc, c'est pas impossible. Moi, personnellement, je le mets pas dans mon top 3. Mais je te répète, je le voyais dans la Ligue américaine cette année. Donc, je vais peut-être avoir tort aussi. Là. Moi, dans mes finalistes, j'ai davantage Caulfield, j'ai Trevor Zegras. Et là, le 3e, je m'interroge. Est-ce que ce serait un Moritz Seider qui est son coéquipier? Est-ce que ce serait un Spencer Knight?
On dirait que j'ai de la misère à me faire une tête pour le le problème, c'est que la saison est longue et il va quand même jouer pour une des pires équipes de la Ligue. Et donc, oui, d'un côté, ça pourrait lui donner beaucoup de responsabilités, beaucoup de temps de jeu. Mais, tu sais, c'est une autre débite de la LNH. L'année dernière. Ça. Oui, mais c'est un calendrier de 82 matchs. C'est complètement une autre débite. Là. Alors, je ne sais pas si je suis prêt à me prononcer là-dessus. Disons qu'il y a des choix plus sûrs. Non, oui, non. On s'entend, on fait de la TV. Là, c'est correct d'y aller un peu avec nos guts, mais puis je sais, mais encore, faut-tu y croire, puis moi, je suis prêt à dire. Ah, mais moi, j'y crois. Moi, j'y crois pour mais vrai. Si tu y crois, tant mieux. C'est bien. Je suis conscient que c'est audacieux comme prédiction, mais j'y crois, je pense sincèrement. J'ai écouté son match la semaine dernière contre les Blackhawks. Il y avait 2 joueurs qui ressortaient sur la glace, lui et Seider. C'était incroyable. Et il vole sur la patinoire. Il prend la rondelle du côté gauche, coupe au centre, contourne complètement le défenseur, prend un lancer. En 3e période, un lancer top corner, mais c'est là où est-ce que je dis en prémisse, il a vraiment amélioré son tir et chaque personne qui n'a pas encore vu Raymond jouer, le voir à l'œuvre, lorsqu'ils vont voir son lancer, je te le dis, ça va faire ouvrir les yeux de bien des partisans. Moi, je pense qu'il va être bon, mais Marty, je trouve ça intéressant que tu as souligné son coéquipier parce que Moritz Seider aussi est dans la discussion. Oui, tout à fait. Mais lui, je ne le mettrais pas finaliste parce que je pense que, tu sais, courbe d'apprentissage, si tu veux, là, je pense que lui, ça va être sur le long terme. Dans 3 ans, ça va devenir une machine. Ça va être un défenseur numéro 1 dans la LNH. Ça va devenir un des meilleurs défenseurs. Peut-être pas un candidat au Trophée Norris, mais les gens vont le vouloir dans leur équipe. Ça va devenir un des 5 meilleurs défenseurs, selon moi, dans la LNH. Là. Mais peut-être pas cette année. Je pense simplement qu'il va peut-être avoir... le fameux but de Patrick Laine d'un bout à l'autre, c'est Moritz Seider qui s'est fait déjouer. Je pense qu'il va apprendre certains petits détails là-dessus, puis je pense pas qu'il va être autant offensif qu'il va l'être dans 3 ans. C'est normal, il faut simplement que tu apprennes. Le code Romanov s'applique à Moritz Seider. C'est un défenseur de 20 ans, Moritz Seider, donc c'est certain qu'il va travailler des trucs. Et l'autre chose qui me fait un peu peur, j'ai vu beaucoup de matchs de Moritz Seider durant le camp, là. Son partenaire de défense est l'excellent Nick Leddy. C'est un vétéran, ça lui montre comment faire les bonnes choses, mais honnêtement, Nick Leddy lui nuit davantage qu'il l'aide sur le plan défensif. C'est pas le plus stable. Là, la défensive, ça n'a jamais été sa force. Leddy non plus. Là. C'est un super bon patineur. Là. Il a probablement un des plus beaux coups de patin là, techniquement de la LNH, mais c'est pas le plus stable. Je sais pas si c'est la meilleure option pour jouer avec lui. Mais ton point, Marty, il est bon. Ça en dit long sur le fait que c'est Seider qui vient en aide à Leddy, le vétéran. Ben, pas qu'il vient en aide, mais il a l'air un peu plus fou. Disons que parce que le problème de Seider, j'ai trouvé lors des camps, c'est lorsque ça se met à tourner beaucoup dans sa zone, là, il y a peut-être un peu plus de difficultés. Puis je pense que c'est pas alarmant. Là, c'est simplement de prendre quelques matchs, s'ajuster au rythme de jeu de la LNH. Lorsque ça va être fait, vous allez voir, il va être super dominant. Parce qu'il fait tellement des bonnes lectures de jeu. Tu sais, je t'en parlais des autres, là. A tendance souvent à blire de façon vraiment incroyable. Supposons que son attaquant qui doit couvrir est à la ligne bleue et qu'il voit que tous les autres joueurs sont couverts, ben, il va quand même foncer à la ligne bleue pour être certain de couper davantage d'espace aux joueurs adverses. Ça, c'est pas tous les joueurs qui vont faire ça. Et il se fait circuler la rondelle rapidement. En avantage numérique, il a quand même un bon lancer. Et il n'a pas encore frappé. Son côté physique, là, ses fameuses mises en échec, il n'a pas montré durant le camp. Et je pense que c'est simplement une question d'être à l'aise et de se mettre en confiance. Lorsque ça va arriver, je vous le dis, il va y avoir des montages de Moritz Seider avec des mises en échec. Ça va être incroyable. Mais pour cette année, je pense que ça va être bien, mais pas exceptionnel. On en parlait tantôt, un défenseur qui comprend que j'essaie pas d'en faire plus, j'essaie de faire les petites choses, je veux que ça fonctionne bien. Et à partir de là, une fois que la base est solidifiée, que je m'habitue à la vitesse de jeu, là, j'augmenterai pour aller chercher la grosse mise en échec. Parce que c'est vrai, Marky, ce que tu dis, j'ai pas eu l'impression de l'avoir vu physique nécessairement. Contrôle bien le joueur, le pouce dans le coin, la bataille 1 contre 1, c'est correct. Mais on ne l'a pas vu défoncer un gars pour fermer la ligne bleue. Et il est capable de le faire. Mais ça, c'est un signe, c'est ça, c'est signe d'un joueur qui comprend de maturité. La game. Parce que tu n'as pas encore assimilé le rythme de la LNH, le pace, tu n'es pas encore adapté complètement à la vitesse du jeu. Alors pourquoi tu irais te sortir complètement avec une mise en échec qui n'est pas parfaitement synchronisée? Tu aurais l'air fou. Tu as déjà eu un peu l'air fou quand Laine s'est amené comme un train, là, mais ça, c'est une autre histoire. Là. Non, mais c'est un bon point le but de Laine, parce que c'est ça que je m'en allais mentionner. Ils sont trois joueurs des Red Wings à la ligne bleue.
Clairement, moi, je trouve que Siler a été surpris par la vitesse de Lainé. Ben, il a pas vu que. C'est ça, je pense qu'il a sous-estimé la vitesse à laquelle Lainé s'en venait parce qu'il a été carrément pris à contre-pied. Là. Exact. Il a comme été figé un peu. Mais moi, selon moi, si Siler, sur cette séquence-là, met cette séquence-là précise dans 2 ans, avec un Siler en confiance, je pense que Lainé, ça devient une mise en échec. Open Eyes, vraiment. Il aurait aplati parce qu'avec cette vitesse-là, là, je veux dire, à un certain moment, il faut que tu regardes ta rondelle, il faut que tu. Et là, il aurait juste pris un instant pour l'aplatir carrément. Là. Et il y avait deux joueurs, il y avait 2 de ses coéquipiers à la ligne bleue également. Donc même juste là, il aurait pu l'aplatir. Exact. Mais là, son niveau de confiance n'est pas tout à fait là. Ça va venir, là. C'est simplement ça. Il faut aussi mentionner que les Jackets, bon, oui, c'est une entrée de zone, là, mais les Jackets étaient en avantage numérique. Là. Donc, ça change quand même quelque chose. Là. Ouais, non, dans ta couverture, là, c'est ça. Non, c'est ça. Tu voulais fermer ta zone à l'adversaire, visiblement. Ouais. Tu es moins agressif, tu recules un peu trop, peut-être. Là, ton pivot arrive plus tard, puis là, tu te fais avoir. Ouais. Mais je suis confiant que c'est le genre de choses qu'il va corriger, puis honnêtement, assez facilement. C'est un joueur qui est assez intelligent sur la patinoire pour ajuster son jeu, pour apporter des modifications rapidement. Peut-être que, comme Marty le dit, ne sera pas peut-être finaliste au Calder. En manque de flashiness, en manque peut-être de production offensive, malgré qu'il est capable d'apporter son lot de points. Mais attention, dans 3 ans, ce sera un des défenseurs très efficaces. Alors, ce segment présenté par Charman. Messieurs, nouvelle de dernière minute, là, je l'ai vu en fait via notre compte Twitter que Marty t'a tweeté un peu plus tôt ce matin. Anton Lundell aussi a réussi à se tailler un poste avec les Panthers. Les Panthers qui seront à surveiller là, dans la division du Canadien. Ce ne sera pas facile pour Montréal de faire les séries. Et là, les Panthers ont fait confiance au jeune Lundell pour amorcer la saison. Mais c'est vraiment intéressant de voir à quel point. J'ai hâte de suivre les Panthers, honnêtement. Là, autant il y a 2 ans, je vous aurais dit, l'organisation moribonde, il y a des trous dans le top 6, le top 9. Et depuis qu'ils ont congédié Dale Talon pour embaucher Bill Zito à titre de directeur général, ça va vraiment mieux. Il a colmaté des brèches en faisant de petites transactions qui ont été efficaces, notamment Patrick Hornqvist qui a bouché un trou sur présentement le 3e trio, mais il a joué parfois sur le 2e, voire le 1er trio. La transaction de Sam Bennett s'avère pratiquement un vol. Là, ça devient un excellent joueur de 2e trio pour évoluer avec Jonathan Huberdeau. Mais pour revenir à Lundell, on l'a souvent mentionné, défensivement, il est vraiment excellent. Il a un bon gabarit, donc dans les coins, il se débrouille déjà très bien. Déjà un bon coup de patin. On verra au niveau offensif, mais tout simplement pour dire que là, tu as une ligne de centre, simplement cette année, là, d'Alexander Barkov, qui est peut-être l'un des centres, sinon, moi, je pense que c'est le joueur le plus sous-estimé de la LNH. Là. Ouais. Alexander il n'est plus vraiment sous-estimé parce que tout le monde dit qu'il est sous-estimé à un certain moment. Oui, non, c'est sûr. Puis son contrat, on pourrait dire aussi avec son contrat qu'il ne l'est plus, mais en tout cas. Exact. Mais je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Mais tout simplement pour dire que là, tu as une ligne de centre avec Alexander Barkov, Sam Bennett qui a vraiment une belle progression avec les Panthers depuis qu'il est là. Et tu as Lundell sur un 3e trio. Je veux dire, c'est peut-être pas cette année, mais si ça continue comme ça à long terme, peut-être que dans 1 ou 2 ans, ça pourrait être la meilleure ligne de centre de la LNH, là, parce que tu aurais 2 très bons centres dans les 2 sens et tu as un Bennett quand même avec un bon gabarit qui est capable de produire également. C'est intéressant, j'ai hâte de voir, honnêtement. Là. Puis honnêtement, ça fait peut-être même 1 an là, que Lundell aurait été prêt pour jouer dans la LNH, selon moi. C'est un joueur qui est assez mûr, qui joue du hockey professionnel depuis un bon bout déjà et qui a joué quand même. D'ailleurs, ce que je lui reprochais, son aide de repêchage, c'est qu'il jouait un peu du hockey trop safe par moment. Mais là, de plus en plus, je lui accordais de l'attention, puis je le regardais jouer, puis je donnais la chance au coureur. Puis tabarouette, finalement, j'ai carrément sous-estimé son talent. Et au championnat mondial junior, c'était un homme parmi les enfants. Là, il s'amusait. Non, tu as raison. Moi, justement, là où les gens peut-être le sous-estimaient, moi, j'ai toujours trouvé qu'il y avait des très bonnes mains. Il y a une très bonne vision de jeu. Il repère des joueurs qui sont peut-être difficiles des fois à repérer. Il avait tendance à faire de bonnes feintes. Là. Moi, je m'étais dit, OK, je pense que dans la LNH, ça peut fonctionner, même si c'est pas quelque chose qu'on voit régulièrement. Là. Mais de l'autre côté, tu sais, je le mentionnais avec Sillinger, la qualité numéro 1 que tu as à avoir si tu veux jouer dans la LNH, c'est l'attention au détail, d'être bon défensivement, de bien couvrir. Puis Lundell, comme tu l'as dit, il est déjà là. Ça, il y a aucun problème. Draft Dynasty, tu sais, le gars là, qui faisait le compte YouTube Draft Dynasty, là, qui a finalement été embauché par le CH. J'avais vraiment aimé ça parce que dans sa capsule sur Anton Lundell, il avait dit, je ne vais pas vous dire que c'est son tir, sa vision du jeu ou ses mains qui sont élites,
Puis c'est bizarre parce que je dis pas souvent ça d'un joueur. Je vais vous dire que son positionnement est élite chez lui. Puis t'entends pas souvent ça, tu sais. Lui, sa qualité élite, c'est son positionnement. Mais je comprends exactement ce qu'il voulait dire dans le cas de Lundell parce que tant défensivement qu'offensivement aussi, ça l'aidait beaucoup, là. Et tu le sais comme moi, Nick, que lorsque tu mentionnes ces détails-là, que ça puisse sonner comme cloche à certains partisans, ça va être un joueur bon sans la rondelle, on sait bien, on laisse faire. Exact, mais c'était pas ça. Tu vois, moi, je l'aimais pas, Anton Lundell. Moi, je voulais rien savoir de lui à Montréal. Fait que je fais partie de la catégorie de partisans Marty qui dit « Ah non, pas un bon joueur sans la rondelle, je veux rien savoir de ça. » Moi, je l'avais 8e dans ma liste. Je l'aimais beaucoup, honnêtement. Là, donc, non, mais positionnement, c'était aussi du côté offensif parce qu'il était tout le temps bien positionné pour avoir des chances de marquer. Il obtenait souvent des tirs de l'enclave, en tout cas. Lundell qui avait finalement sorti au 12e rang là, lors de l'encan 2020, messieurs. Encore une fois, un bon podcast, bien rempli. Bon, on l'a dit en début d'édition, c'est le début de la Ligue nationale qui commence ce soir. Le Canadien de Montréal jouera demain contre les Maple Leafs de Toronto. Et là, ça vient de sortir il y a à peu près 1 heure. Mitch Marner s'est blessé à l'entraînement. Il n'y aura pas non plus d'Austin Matthews. Est-ce qu'on croit aux chances du Canadien de l'emporter demain dans l'opener face aux Maple Leafs? C'est tout le temps des matchs très intenses, les matchs d'ouverture Toronto-Montréal. Moi, je pense que je ne vais pas me prononcer parce que je ne sais vraiment pas à quoi m'attendre du Canadien, bien franchement. Là. J'ai l'impression que si j'ai sous-estime, ils vont sortir des blocs. Puis si je pense qu'ils vont surmonter toute l'adversité, ben, je vais finalement être déçu. Je pense que ça va être un match extrêmement safe. Moi, je pense que ça va être serré également. J'ai le goût de dire que non seulement les Canadiens vont remporter le match demain, puis Dieu sait que je suis très mauvais dans les prédictions de match, mais j'ai le goût de penser qu'ils vont connaître un excellent début de saison parce que leur calendrier est peut-être un peu plus facile que prévu. Et si ça se passe mal, je pense que ça pourrait être une saison assez difficile parce qu'après ça se corse. Hey, juste une petite note pour terminer. Là. Vitali Kravtsov se retrouve encore dans les rumeurs. Là. Les Rangers pourraient l'échanger selon ce que j'ai vu rapidement sur Twitter. Fait que ça va être un autre dossier à suivre là, du côté des espoirs. Il y a toujours le cas de Jack Eichel aussi qui n'est pas réglé. Là. Tu parles des rumeurs d'échange avec les Rangers. Là, il a été énormément lié à New York là, dans les dernières semaines, voire dans les derniers mois. Il y a bien des partisans qui auraient aimé ça que le Canadien fasse l'acquisition de Jack Eichel. Mais finalement, on a fait de l'acquisition de Jack Eichel. Fait que c'est, on a la moitié. J'avais pas que tu allais me sortir celui-là, par exemple. Ah, t'attendais pas à ça? Non. Bon, messieurs, puis Marty, soit dit en passant, un bon match du Wild, mais toi, c'est pas avant vendredi. Donc, c'est quand même un petit bout quand même, là, avant que le Wild joue. C'est un petit bout. Il commence contre les équipes de la Californie, mais bon, on verra bien. Là, je te dirais que ce qui était excitant à voir du côté du Wild, c'était les jeunes. Et là, ils ont pratiquement tous été renvoyés en Iowa. Et même là, Matthew Boldy, ça c'est dommage, mais il y a eu une blessure assez sérieuse qui va rater quelques semaines d'activité, blessé à une cheville. Là. Pas une fracture au moins, là, ça c'est une bonne nouvelle, mais tout simplement pour dire que là, c'est peut-être moins un petit peu excitant. Je suis peut-être moins emballé de voir Ils ont réclamé Rem Pitlick au balotage, entre autres. Là, je trouve que c'est un pari intéressant, mais tu vois, contre les Blackhawks, lors du match préparatoire, ça a peut-être moins été concluant. En tout cas, bref, on verra bien. Génial, messieurs. Je vous souhaite de passer une belle semaine. Amusez-vous, vous aussi à la maison. Régalez-vous. 2 matchs ce soir dans la Ligue nationale de hockey, dont match très important du Kraken de Seattle. On se dit à la semaine prochaine. Au plaisir de vous parler encore de Prospect. Yes. Ciao.